tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, retour au début des années 2000, en 2005 plus précisément, une année plutôt riche pour le cinéma de genre. D'un côté, Rob Zombie qui signe ce qui est à ce jour son œuvre la plus réputée, The Devil's Reject. D'un autre côté, le grand retour de George Romero avec Land of the Dead, le territoire des morts vivants, ou encore le très claustro The Descent de Neil Marshall. Mais tous ces films qui ont marqué leur époque ne sont que les arbres qui camouflent la forêt, car 2005, c'est aussi une année en plein cœur de l'époque maudite des remakes de grands classiques du cinéma d'horreur. 2005, c'est entre autres l'année du terrible remake d'Amityville avec Ryan Reynolds. Que Mylène aime bien. J'adore ce film. J'avais oublié ce... C'est pourri. C'est le film qui m'empêche de faire pipi à 3h15 du matin. Non mais c'est vraiment traumatisant. Ma maman aussi, elle aime bien ce film. Ta mère a des beaux goûts. Non. Non. Terrible remake d'Amityville, ou encore du spectaculairement claqué remake du The Fog de John Carpenter. Romain aime bien ce film. Pas le Quoi remake, non? Et au moins, il s'en branle du remake. Moi j'aime l'original. Non, comme tous les gens normalement constitués. C'est de la merde. C'est vrai qu'on a une hateuse de The Fog ici. Hideo Nakata lui-même se fera remaker son excellent Darkwater par les Américains, bien décidés à capitaliser sur toutes les licences connues qu'ils peuvent exploiter pour faire de la grosse thune. C'est dans ce flot de remake qu'arrive un gros challenger, doté d'un budget extrêmement confortable de 40 millions de dollars et d'une énorme star dans son casting en la personne de Paris Hilton. Remake de... Faut le dire vite, hein. Ouais. Bah si, c'était une star, c'était pas une actrice, mais c'était une star. Remake de L'homme au masque de cire, sorti en 1953, réalisé par André de Toth, qui était déjà un remake du masque de cire qui lui datait de 1933. C'est évidemment La maison de cire, réalisée par Romé Collet-Serra, qu'on connaît aussi pour avoir réalisé Esther en 2009, entre autres, mais aussi, malheureusement, Jungle Cruise avec The Rock, sorti en 2021, ou encore le fameux Black Adam, toujours avec The Rock, à qui on doit un reboot total de l'univers DC Comics, tellement le flop a été sévère. Putain, il est où ce bled? On le voit même pas sur le GPS. Y a du monde? J'ai l'impression qu'il y a personne. Hé, y a cette maison de cire. C'est de la cire. Pour de vrai. Tu vas pas entrer là-dedans? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vas-y, Carly, fonce! Ils sont tous en cire, tous! Derrière toi! Dans la maison de cire, un groupe d'amis se rendant à un match de football devient la cible de 2 assassins dans une ville abandonnée. Ils découvrent vite que leurs poursuivants ont construit l'attraction principale du coin, la fameuse maison de cire, en créant des tonnes de décors peuplés de personnages de cire, confectionnés à l'aide des corps des visiteurs malchanceux qui croisent le chemin de nos 2 psychopathes. Notre groupe de protagonistes doit maintenant trouver un moyen de s'enfuir avant de devenir eux-mêmes les futurs mannequins de cire de l'attraction. La maison de cire sort sur les écrans dans une relative indifférence générale et peine à atteindre les 70 millions de dollars au box-office mondial malgré une grosse promo autour de la mort de Paris Hilton dans le film. Pas assez pour que le film soit rentable, même si il le deviendra grâce au marché du DVD où il connut un grand succès. Malgré ses critiques mitigées et ses 2 victoires sur 4 nominations aux Razzie Awards, avec pire actrice de la décennie pour Paris Hilton et pire actrice dans un second rôle pour Paris Hilton, le film a acquis un statut culte parmi certains fans d'horreur. Et certains sont avec nous aujourd'hui apparemment. Et les fans d'horreur, ils sont avec nous ce soir pour voir si le film mérite ou pas de rester un lointain souvenir de l'époque Skyblog et Nu Metal. Nous sommes en présence de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Et vive les bougies. Dario de la team Jumpscare. J'aime bien Linkin Park. Oh. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Bah bonjour. Merci. Merci beaucoup. Amélie du Festival de cinéma On vous ment. Salut! Et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors pour commencer, Mylène, tu vas nous dire ce que tu penses du film un peu après, mais on en parlait en off, t'as remarqué que le film est souvent traité soit comme un slasher, soit comme un survival. Et sachant que ce sont 2 genres très très différents, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur ce qui se passe au début des années 2000 avec ces 2 genres ?
Alors, pour cette remise en contexte, je vous propose de repartir en 2000 aux États-Unis, alors que Scream 3 sort sur les écrans. Ouais. Oh putain. Alors, à l'époque, le film a une réception assez critique, même si c'est le meilleur démarrage de la franchise des Scream. Mais du coup, le 3, c'est un peu le film maudit, parce que du coup, il a eu plusieurs remontures de scénario. Et pourquoi ? Parce qu'en avril 99, il y a la tuerie de Columbine, qui va faire que tous les films d'horreur, en fait, qui vont être produits par la suite, en fait, vont être édulcorés. On va avoir du mal à montrer des choses très violentes à l'écran. Et du coup, le cinéma d'horreur, à partir de 2000, c'est un peu une lente agonie. Et le slasher, d'ailleurs le néo-slasher, je tiens à vous le dire, se termine dans les années 2000. Il ne dure pas jusqu'à aujourd'hui. Ça finit en 2000. Voilà. Cette vague se termine avec Scream 3, qui est le dernier néo-slasher. Et après, du coup, on aura quelques émules, comme le magnifique Final Stab, qui se fera passer pour Scream 4, ce qu'il n'est pas, heureusement. Sacré David. Et voilà, sacré David de Coteau. Vraiment grand homme, merci à toi. Et du coup, en fait... Et les années 2000, en fait, c'est très très compliqué dans l'horreur parce que du coup, les producteurs veulent pas trop se mouiller et en fait, ils vont faire un peu la facilité, c'est-à-dire racheter des droits de films pour en faire des remakes. Ça coûte pas très cher et comme ça, ils vont essayer d'alpaguer en fait un public plus jeune. Donc, on va avoir Psycho, on va avoir aussi La Maison de Cire, Black Christmas, Halloween, Avril Sanglant, Meurtre à la Saint-Valentin. Tous ces films qui en fait ont plus ou moins fait partie de l'âge d'or ou alors des fondateurs du slasher qui vont être refaits pour des jeunes et du coup, ça va devenir un espèce de mélange entre plein de genres. Alors déjà, le slasher de base, c'est un hybride entre plein de genres. C'est un mix entre le psycho-killer movie, parfois le survival, et aussi tout ce qui est film noir et thriller. Donc déjà, c'est compliqué de base. Sauf que là, en fait, les producteurs, souvent, ils savent pas trop ce qu'ils adaptent, et en fait, ça devient un peu la fête du slip. C'est comme ça que le remake de Massacre à la tronçonneuse prend énormément de codes du slasher, et tend vers le slasher années 2000 et cette vibe un peu genre... qui a fait d'ailleurs la réputation du slasher, c'est-à-dire des films complètement cons, avec des jeunes complètement cons, qui se font tuer par un mec relativement con. Voilà, c'est un peu la... Mais t'aimes bien le slasher, non ? J'adore le slasher, mais les années 2000 ont fait du mal au slasher. C'est vraiment à cause de ça qu'aujourd'hui, on a une idée du slasher qui est un peu faussée. Bien sûr que l'idée, c'est quand même des jeunes qui se font tuer. Mais heureusement, il y a des meilleurs slashers que ceux des années 2000. Et en fait, voilà, ce qui va se passer à partir de là, c'est que beaucoup de ces remakes vont mixer de plus en plus le survival et le slasher. Ce qui fait que, en fait, la frontière entre les deux genres va un peu se mixer. C'est notamment ce qui va se passer avec La Maison de Cire. En fait, La Maison de Cire va prendre énormément de codes du slasher, donc un tueur masqué, tout ce qui est un peu le whodunit, même si on pense savoir qui est le tueur, ces jeunes qui sont partis un peu faire la fête, qui boivent des petites bières, qui font l'amour et qui vont se faire trucider, qui se font aussi trucider les uns après les autres sans qu'on sache tout de suite qu'ils se sont fait tuer. Mais en fait, désolé de vous le dire, même si La Maison de Cire, c'est considéré comme un slasher, et je peux comprendre que ce soit considéré comme un slasher, c'est un survival. Parce que là, on est face à des jeunes qui arrivent dans une petite bourgade, une petite ville qui a été isolée parce que justement l'industrie est morte là-bas. Ils ont complètement été mis de côté, ils ont vécu en autarcie et ils ont même recréé une espèce de ville un peu chelou. Et du coup, c'est ce croisement entre cette jeunesse en fait qui est là pour faire la teuf et pour aller à un match et ces gens qui ont été complètement abandonnés à leur sort qui vont en fait faire un espèce de bain de sang sympa avec plein de bougies qui fait que j'adore ce film. Mais voilà, du coup on a beaucoup tendance par exemple à dire que Massacre à la tronçonneuse, celui de 74, c'est un slasher. Désolé de vous le dire les enfants, c'est un fondateur du genre, il l'aide dans les codes, mais c'est pas un slasher, c'est un survival. Et je pense que ça, Mathieu pourra encore mieux l'expliquer que moi. Oui, ça c'est un gros cheval de bataille que je mène dès que je peux en fait depuis un petit moment. Parce que quand il s'agit de parler de slasher, enfin tout le monde a les codes. Hein, c'est un sous-genre qui a été très 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 représenté, peut-être même trop représenté à une certaine période. Ce qui fait que voilà, même quelqu'un qui n'a pas forcément de grandes connaissances en matière de cinéma d'horreur, tu lui dis slasher, il voit tout de suite de quoi on parle. Quand il s'agit de parler de survival, là c'est beaucoup plus compliqué. Pour faire court, le survival, c'est une espèce de sous-genre qui est apparu au tout début des années 70 et qui est grosso modo une espèce de road movie horrifique. Le road movie, c'est un personnage qui part d'un point A, qui va à un point B, et pendant son trajet, il va rencontrer des personnes qui vont lui apprendre des choses, le faire évoluer, tout ça. Mais au final, voilà, c'est pas forcément la destination qui est importante, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin, gna gna gna. Voilà, ça c'est un sous-genre très très ancré dans les années 70. Le survival, c'est donc le road movie, mais dans sa version horrifique. C'est-à-dire que pendant le trajet en question, à un moment donné, il y a une espèce d'arrêt.
qui est effectué à un endroit, et les personnages principaux, qui généralement sont des personnes qui viennent de la ville, sont des personnes civilisées, se trouvent arrêtés contre leur volonté dans un endroit qui n'est pas du tout civilisé. Donc généralement c'est au fin fond de la campagne, et souvent de la campagne américaine, et ils vont être confrontés aux personnes locales, c'est-à-dire majoritairement des rednecks. C'est ce qu'on retrouve donc dans la maison de cire. On a des jeunes qui viennent de New York, qui effectuent un voyage pour aller, je crois, voir un match de foot, et qui vont être arrêtés dans un endroit qui n'est pas forcément ce qu'ils pensaient voir. Et les premières personnes qui vont croiser, ça va être des rednecks un petit peu menaçants. Dans un survival, le but effectivement est de survivre, mais après voilà, quand on dit qu'un survival, si c'est un film d'horreur dans lequel on doit survivre, ça veut tout dire et rien dire, parce que tous les films d'horreur sont des films dans lesquels le personnage principal doit survivre. Non, le but principal dans un survival, outre le fait de survivre, c'est de reprendre la route, de pouvoir continuer le voyage et de revenir un petit peu sur les terres du road movie. Vous remarquerez que dans la plupart des grands, enfin la majorité même, des grands survival, que ce soit Massacre à la tronçonneuse, que ce soit Délivrance, que ce soit du coup La Maison de cire, tous ces films démarrent par des personnages qui sont sur la route, qui sont dans une voiture, et qui à la fin, une fois qu'ils ont vaincu les gens du coin, reprennent la route pour pouvoir continuer leur voyage. La Maison de cire démarre par une espèce de petit flashback, mais quand on arrive au temps présent, on a un plan vu de dessus de la route, et on a donc ce groupe de jeunes qui est dans un diner en train de bouffer en attendant de reprendre le voyage. Et à la fin du film, c'est un plan sur une voiture qui contient donc les quelques survivants qui reprennent littéralement la route. Le survival aussi connaît quelques tropes, quelques clichés qui reviennent de film en film. Un des principaux, outre les rednecks menaçants, tout ça, c'est le fait qu'il y a systématiquement un arrêt dans une station-service, et c'est à partir de là où les choses dégénèrent. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où les jeunes de la ville comprennent que le dialogue entre eux, donc personnes civilisées, et les gens de la campagne qui ne sont pas forcément au même niveau, est impossible. Et du coup, cette espèce d'absence de dialogue va créer tous les conflits à venir, va créer donc la violence. Et le survival, voilà, c'est une confrontation entre deux Amériques qui ne se comprennent pas. Une qui a été oubliée dans son coin, et dont on a mis une espèce de voile un petit peu par-dessus en mode ça n'existe plus, et une Amérique en fait qui a continué d'avancer, d'évoluer, mais qui a totalement oublié que l'autre Amérique en fait était là et était pleine de ressentis, pleine de colère, et au moment de la confrontation forcément ça dégénère, quoi. Il y a un très bon film là-dessus qui s'appelle La colline à des yeux, à la fois de Craven et aussi de Aja. Les deux sont très très bons, les parfaits représentants du genre, je trouve, selon moi. Oui. Je reviendrai sur un truc que t'as dit, Mathieu. T'as dit que le slasher, c'était un genre très codifié, et t'as totalement raison là-dessus. Mais au contraire, moi, je pense que c'est cette extra codification qui fait que la plupart des gens savent plus trop ce qu'est un slasher. Moi, ça m'arrive souvent qu'on me dise j'ai vu des jeunes, j'ai vu un couteau, je sais plus si c'est un slasher, est-ce que c'en est vraiment un. Et en fait, le truc vraiment dans le slasher, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment un genre hybride. Même s'il y a des codes qui sont très reconnaissables, si de base, il y a une monture qui est assez facile à reconnaître, en fait, c'est un genre justement qui permet d'aller tellement plus loin. Et encore, c'est aussi un genre qui a vraiment beaucoup évolué par vague. Et du coup, suivant la vague où on se situe, on a des slashers qui sont des slashers de SF, des slashers fantastiques, des slashers qui vont tirer vers le what the fuck comme des tensions. Jason X, pardon. Totalement. C'est un slasher de SF. Un slasher. Ouais, c'est un slasher. On a des slashers de plage avec Psycho Beach Party, voilà, tout est possible. Hein. Des slashers Ikea, comme Wake Up. Oui, c'est vrai. Mais du coup, cette extra codification, elle fait qu'en fait, je pense que les réals, ils peuvent extrêmement se faire plaisir, parce que de base, c'est facile d'appliquer le canevas, et après, on peut partir un peu dans tous les sens et se faire plaisir, quoi. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait que la plupart des gens ont tendance à mélanger un peu tous les genres et à dire Massacre à la tronçonneuse, c'est un slasher, et Maniac aussi, c'est un slasher. Non, c'est deux genres différents, quoi. Sachant que, est-ce que le survival a vraiment besoin d'être sur la route ou en extérieur ? Parce que par exemple, je pense à Vermine, sorti récemment, qui est plus dans l'agression animale. Il y a quelques éléments là-dedans, j'ai l'impression. Non. Le survival, en fait, c'est vraiment de base, en tout cas pour moi, c'est un truc qui est né aux États-Unis, quoi, qui est né au début des années 70, et c'est encore une fois deux Amériques qui ne se comprennent pas. Or là, Vermine, pour moi, c'est un huis clos. C'est un huis clos horrifique, et
Et effectivement, à la fin, t'as les jeunes contre la police, en fait, mais pour moi, c'est juste des héros face aux antagonistes. Enfin, ça va pas chercher plus loin que ça, quoi. Parce que je me souviens du coup, quand Sébastien Vanitschek est venu nous parler, il disait que pour lui, il y avait du survival là-dedans, en fait, aussi, tu vois. Je me rappelle qu'on avait eu cette conversation avec Sébastien, parce qu'il était même super content qu'on lui pose la question de et vous, le survival, vous en pensez quoi? Parce que effectivement, il y a des trucs qui sont directement liés à Massacre à la tronçonneuse dans le film, mais je pense que c'est des emprunts en fait, et que il l'a pas forcément pensé comme un survival à 100%, quoi. Ok. C'est une espèce de huis clos, quoi, qui utilise des trucs du survival. Et puis surtout dans Vermine, on est justement dans l'entre-soi d'une certaine couche de la population qui n'arrive pas à communiquer avec l'extérieur. Et c'est totalement opposé au survival, du coup. C'est vrai. Mais du coup, la thématique est la même. À chaque fois, que ça soit dans Vermine ou dans le survival, la thématique principale, c'est le manque de communication, en fait. Ok. Et on va recentrer le débat sur la maison de tir, du coup, quand même, parce qu'on va pas partir sur les genres pendant très très longtemps. Mylène, la maison de tir, est-ce que c'est bien? Mais bien sûr, c'est un banger. Oh non. Moi, je suis d'accord. Là, vous êtes deux. Non, mais je trouve qu'en vrai, le film, il est mal aimé, mais enfin, vraiment, c'est un peu too much, tu vois. Il est mal aimé parce qu'il y a Paris Hilton dedans, parce que les gens, ils en retiennent que, justement, la vibe années 2000 et le fait qu'il y ait des jeunes un peu cons. Moi, je trouve que les jeunes, ils sont pas si cons par rapport à tout ce qu'on a à cette époque-là comme film. Franchement, ça va. Et surtout, je trouve que ce film, c'est une espèce de déclaration d'amour à tout ce qui est train fantôme. Je trouve que vraiment, les décors sont assez incroyables dans ce film. Et moi, à chaque fois que je le regarde, il y a une espèce de ride qui se crée où j'ai vraiment le même sentiment que quand je l'ai découvert quand j'étais ado. Faut savoir que je l'ai découvert la même nuit que Amityville le remake, et j'ai adoré les deux. Bah voilà, comme ça, banger les deux. Tu annules ta critique d'un coup, t'es au courant? C'est quoi? Rien, non, t'inquiète. J'annule ma critique, pourquoi? T'es sur ton ride, je ne t'arrête pas. Qu'est-ce que T'es sur j'ai ta fait colline. Je suis sur ma colline, T'es sur toute la seule. colline. On me pousse au bout de la colline. La colline qui a pas d'yeux, du coup. J'aime beaucoup la maison de cire et en fait on l'a revu avec Lily et moi j'avais très très peur parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas revu, de me dire ah putain ça a mal vieilli, en fait c'est pas comme dans mon souvenir et c'est pas aussi chouette. Et ben en fait j'ai kiffé, mais pareil quoi, j'étais vraiment à fond. Alors oui bien sûr, bon bah tu vois que c'est un film qui a été fait dans les années 2000, tu vois les coupes de cheveux, tu vois les vêtements, tu vois qu'il y a Chad Michael Murray et là t'as la BO de One Tree Hill qui te sonne dans les oreilles, tu te dis ouais effectivement ça a pas forcément bien vieilli. Mais quand t'arrives dans cette ville quand même qu'ils ont complètement construit dans une ville en Australie, c'est dans un pré, ils ont créé une ville entière avec tout un système de lumière et tout. Enfin, je trouve que c'est quand même le soin porté à tout ce qui est décor est assez incroyable. Il y a presque pas de CGI. Bon, les seuls qu'on a sont facilement visibles. Voilà, ils te pètent à la gueule. Abominable. C'est dégueulasse. Là, je veux dire, je peux pas les défendre. Mais par contre, tout le reste, avoir construit entièrement une maison de cire qui, moi, me fait un effet de claustrophobie assez incroyable. Et ben, je trouve que c'est fou, quoi. En fait, le réal, tu sens qu'il aime ça, qu'il a voulu se faire plaisir. Et surtout, tu sens qu'il se fout pas de ta gueule. Et ça, je trouve que rien que pour ça, eh ben, j'aime ce film. Je trouve aussi qu'au niveau de tout ce qui est douleur, meurtre, mise en scène, justement, de la douleur, ça fonctionne très bien. Parce que à chaque fois, j'ai vraiment l'impression de ressentir les scènes. C'est-à-dire que moi, la scène des lèvres, elle m'a marqué pendant des années. La scène du doigt, c'est pareil. Et pourtant, j'en ai vu plein des films d'horreur et voilà, ça me fait pas... à chaque fois, je suis pas en PLS, quoi. Mais j'avais vraiment ces images hyper marquantes de quand on a un qui se fait décoller le visage. Je trouve qu'il y a vraiment un soin donné à l'esthétisation de la douleur, du sang, qui est pas non plus dans le too much, mais t'as l'impression que le réal, il veut vraiment faire ressentir ça au spectateur. Et là, encore une fois, pour moi, ça fonctionne très bien. Et un truc qu'on s'est dit avec Lily quand on l'a regardé, c'est aussi qu'on s'est dit que c'était un meilleur remake de Massacre à la tronçonneuse que le préquel. Et bah ouais, ça marche mieux, je suis désolée. Moi, ça je marche trouve mieux. aussi, ouais. Franchement, ça marche beaucoup mieux. Enfin, moi, j'ai envie de les suivre, ces personnages. Alors, pas tous, bien sûr, il y en a qui servent à rien, tu sens très bien qu'ils sont là pour se faire charcuter. Mais j'ai envie de les suivre, j'ai envie de savoir un peu... quelle est l'histoire derrière la maison de cire. Alors, quand j'étais gamine, le twist marchait très très bien sur moi. Ça, je dois avouer que maintenant, en vieillissant, je suis là. Est-ce que c'était nécessaire ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'était nécessaire de créer cette histoire un peu bancale. Finalement, le décor, l'ambiance, la tension fait que t'avais pas besoin d'incorporer un espèce d'origin story. Mais ça, en l'occurrence, c'est un truc que tous les films des années 2000 ont fait. C'est-à-dire que même les films qui n'avaient pas d'origin story, il fallait expliquer pourquoi le mal était là, qu'est-ce qui faisait en fait tout ce carnage. Et ça c'est un peu too much, quoi. Mais voilà, moi je trouve que c'est incroyable. Je rêverais
d'aller dans ce village, dans cette maison de cire. Je rêverais que ça soit un parc d'attractions. Et je trouve que en plus, c'est un super bel hommage à la version de 1953 parce que à sa manière, la version du coup qui l'a précédée, qui était produite par la Warner, et ben elle aussi, c'était un espèce de train fantôme. Pas de la même façon, mais il y avait vraiment ce truc-là où du coup, c'était prévu comme un film en 3D où par moment, on a des acteurs qui interagissent avec le spectateur et tout, il y a quelque chose de très très ludique. On fait la 3D pour qu'on soit dans ce musée de cire, pour qu'on évolue avec les statues, et je trouve qu'en fait il a vraiment réussi à capter cette ambiance-là de terreur, mais très ludique et très jouissive. Et rien que pour ça, je trouve que vraiment ce film il mérite pas tout le bashing qu'on lui met en plein dans la tête. Je trouve qu'on a fait bien pire à ce moment-là, et c'est pas parce qu'on fait bien pire que le film est bien, hein. Tu vois, c'est pas en mode il y a pire du coup il est bien. Non, mais je trouve que c'est vraiment un super bon film. En plus, il y a vraiment encore une fois un soin donné au décor qui est pas étonnant parce que c'est la même équipe que sur le vaisseau de l'angoisse, ce qui m'a beaucoup fait rire parce que pour cet épisode, j'avais hésité entre la maison de cire et le vaisseau de l'angoisse. J'ai trouvé ça assez drôle. Et en fait, ces deux films me font le même effet. Il y a vraiment un aspect un peu spooky où j'ai vraiment l'impression de régresser, mais pas dans le mauvais sens. Je sais que Mathieu est en train de dire régresser parce qu'il y a Paris Hilton. Non. C'est pas pour ça. Donc voilà, encore une fois, c'est un film que je porte énormément dans mon cœur. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce que je suis quand même pas con à ce point-là. Voilà, faut pas déconner. Mais je pense que ça serait cool de le réhabiliter et que vraiment, il faut voir tout le soin qui a été mis derrière en termes d'acting, de décor, de mise en scène. Voilà. Je trouve que rien que pour ça, j'ai envie de le soutenir et que c'est un chouette film. En disant que tu n'es pas assez conne pour dire que c'est un chef-d'œuvre, tu as, malheureusement sans le vouloir, insulté quelqu'un de l'avis des auditeurs. Oh, je m'excuse, excusez-moi. C'était dans le feu de l'action. On s'excuse d'avance. D'ailleurs, on confirme donc que ce film est un survival, on est d'accord? C'est un survival, mais avec quelques codes du slasher, et c'est pour ça que je peux comprendre qu'il ait été défini comme un slasher. Mais non, en fait, le genre prédominant, c'est le survival. Je pense qu'il faut plus le voir comme ça, en disant que le genre principal, c'est le survival, parce que le principe de base, normalement dans le slasher, mais encore une fois, ça a vachement évolué avec les vagues, c'est que le slasher, c'est censé se passer dans le quotidien. En fait, c'est censé vraiment être l'attaque qui vient de ton voisin, de ton meilleur pote, de ta mère ou de ton père, peu importe, mais c'est vraiment cette idée du quotidien. Alors que là, on arrive dans un milieu où aucun de ces jeunes n'a vraiment ses marques, est complètement perdu, ils savent pas du tout où ils sont. En plus, au début, on leur vend un village, ils savent même pas s'il y a vraiment y avoir un village à cet endroit-là. Et du coup, il y a vraiment ce truc-là d'être déboussolé, mais je peux comprendre qu'on se trompe. Mais encore une fois, voilà, faut le voir comme le genre principal, c'est un survival qui a certains codes du slasher. C'est un peu un hybride des deux, quoi. Ok, mais je dis ça juste pour teaser l'avis des auditeurs qui va être, je pense, très très drôle là-dessus. On va passer à Dario, qui a un avis totalement contraire d'après les rumeurs. Sans aucune... personne n'est surpris, quoi. Je suis jamais d'accord avec Mylène. Ce soir ne fait pas exception. C'est-à-dire que de tout ce que tu as dit, Mylène, je pense que je suis d'accord qu'avec un seul truc, c'est sur les décors. Mais en même temps, le film avait 40 millions de budget de l'époque. Hein. Donc, j'ai regardé, ça fait genre 55 millions aujourd'hui, un truc comme ça. C'est quand même assez énorme. Bref, remise en contexte... Moi, ce film, je l'avais découvert à l'époque. Alors, c'est une époque qui est révolue maintenant. C'était l'époque, en fait, où il y avait que 5 chaînes, sans compter Canal+, et il y avait, du coup, TPS, qui était le concurrent de Canal+, pour les pauvres. Et moi, j'avais TPS, parce qu'on était pauvres. Et j'ai découvert ce film sur TPS un après-midi. Je sais pas pourquoi il passait ça l'après-midi. Je devais avoir, genre, 12 ans. Et j'avoue que ça m'a traumatisé quand j'étais petit, quand j'ai vu la fameuse scène du doigt. C'est le seul truc dont je me souvenais, en fait, de ce film-là. C'est cette fameuse scène où Beau coupe le doigt de Carly. Et c'est tout ce qui me restait comme souvenir. Donc j'avoue que j'y retournais un petit peu en mode dans mon souvenir, c'est pas ouf, il y a Paris Hilton et il y a cette scène du doigt. Et j'étais pas loin de la vérité, quoi, finalement. Je te vois faire non de la tête, Mylène. En tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment en regardant le film. Et ça, c'est assez ouf parce que le film est quand même très très mauvais. Et je tiens à le signaler. C'est très très mauvais. Par contre, au bout d'un moment, je l'ai regardé avec ma copine et au bout d'un moment, on s'est mis à parler, en fait. Genre, comme quand tu regardes un nanar et tu dis « Ah putain, là, c'est trop naze et tout ». Là, on est en mode « Mais ils sont super cons, les personnages. Ils sont tous idiots, en fait. » Il y a vraiment un problème de... Je vais pas faire un cours d'histoire, mais le darwinisme. C'est-à-dire que le fait de vouloir survivre, les personnages, ils ont pas ce truc-là, en fait. On nous fait croire qu'ils veulent survivre, mais ils sont tous trop bêtes pour survivre. Il n'y en a aucun qui mérite de survivre dans les personnages qu'on suit. Et à chaque fois, ils font que des mauvais choix. Et ça, c'est vraiment un énorme problème de scénar, je trouve,
que en fait ils sont tous, bon évidemment assez mal écrits dans le sens où c'est tous un peu des caricatures de personnages de slasher, comme on en a vu 10 000. Mais je sais pas, quand l'antagoniste principal, il a un carreau d'arbalète dans le thorax, il est par terre, il dit ok, il a l'air mort, t'as une batte de baseball dans les mains, tu dis bon bah vas-y, on s'en va. Bah, dans Je la ne comprends panique. Moi, je Bah pense que mon premier réflexe dans ce genre de situation, c'est de lui mettre un coup dans la tête. Je sais pas, ça me paraît un peu évident. Surtout que juste après, il y a une séquence que j'ai trouvée lunaire. C'est quand ils vont dans la maison de Beau et de Vincent là. Ils trouvent il y a une petite séquence, ça a dû plaire à Romain ce truc-là. Il y a un petit côté Resident Evil où en fait il y a des armes qui sont planquées derrière une vitre et derrière une grille en mode ok, faut qu'on trouve le mécanisme pour récupérer ces flingues-là. Alors que 2 minutes avant, ils étaient dans une armurerie. Je comprends pas en fait. Ils sortent du cinéma et ils vont là-bas alors que l'armurerie c'est littéralement le magasin qui est à côté. Oui, mais les armes, elles sont en cire. Oui, ils en parlent de l'armurerie, ils y vont. Hein. Mais d'accord, mais ils trouvent bien une arbalète fonctionnelle. Lucas des frères Scott, il a juste récupéré 2 carreaux d'arbalète. Je pense qu'au pire, il y a d'autres carreaux en fait dans cette armurerie. Si tu veux que les flingues soient en cire, d'accord, mais il y a d'autres carreaux à mon avis, je pense, dans cet endroit. Bref, sans surprise, le film est assez pitoyable. Je trouve qu'il a quand même l'intelligence de faire de la mort de Paris Hilton un truc dont on se souviendra. Parce que le film, en fait, à l'époque, on y allait surtout pour voir Paris Hilton, pour se dire, ok, est-ce qu'elle va savoir jouer ? Spoiler, non. Est-ce qu'on va la voir mourir ? Ça va être trop bien de la voir mourir. Il y avait une espèce de côté un peu malsain de on va voir Paris Hilton mourir, je trouve. Mais le film est assez intelligent pour nous donner une mort assez graphique et bon, même si elle est pas très... Enfin, faut que le gars il soit hyper fort en lancer de javelot. Je suis pas sûr qu'il ait eu le temps de s'entraîner, Vincent, mais en tout cas, à part ça, je vois pas trop ce qui a sauvé dans le film, même si encore une fois les décors aidés par 40 millions de budget, ils sont assez cool, mais il y a quand même plus un côté, je trouve, post-apo que autre chose que vieille campagne Cambrousse des États-Unis. Même si c'est censé être une ville un peu abandonnée, bah ça fait quand même vachement plus post-apocalyptique. En fait, j'ai l'impression de regarder Fallout, quoi, grosso modo. Pour ces décors-là. Ah ouais. Moi, je trouve ça fait plus cher de pas cool, une mauvaise quoi. chose, hein. Les décors, ils sont cool, hein. Mais le twist, encore une fois, il fonctionne pas. En même temps, il sert pas à grand chose. C'est pour setup un peu une suite qui n'arrivera jamais, spoiler. Je comprends pas trop ce qui a sauvé dans ce film, Mylène. Je suis navré, surtout que l'esthétique années 2000, elle est au-delà des coupes de cheveux. Il y a aussi de la musique qui m'a rappelé une certaine époque. Hein, c'est un film d'horreur, on va mettre Marilyn Manson parce que Marilyn Manson il fait peur. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça, je trouve. Les musiques, qui est c'est un compliqué. petit peu qui est dans son jus, quoi. Mais le problème, c'est que les années 2000, c'est pas un jus qui est cool, je trouve. Bah. C'est pas un jus qui est cool. Si je peux me permettre, je trouve que c'est un jus qui pue. mais parce qu'on les a connus. Oui, mais Ouais, malgré tout, il y a quand même un... Pour des gamins, c'est un cachet vintage, tu vois. D'où la tendance Y2K, hein. Ouais, mais les boomers, ils nous cassent les couilles sans arrêt à dire ouais, mes films de mon époque, c'est banger, Alien, c'est Evil Dead, vrai cinéma. Je vois personne de ma génération qui nous dit à chaque fois les films de notre époque quand on était petits, là, des années 2000, c'est des bangers. On a tous un peu honte, j'ai l'impression, de notre époque. En mode, personnellement, j'en connais quelques-uns, mais je pense qu'ils sont minoritaires. c'est ça. Bon, on a eu Scream quand même. Ah non, c'est fait un 90. Scream, c'est 90, c'est les... Ouais, c'est les millennials un peu plus vieux, tu vois, hein, les premiers millennials. Laisse-nous croire qu'on a eu Scream, s'il te plaît. Laisse-nous croire qu'on a eu Scream, s'il te plaît. Laisse-moi dans le déni. Vous avez Scream. Vous avez... Non. Non, nous, on a eu Scream 3. Il y a eu The Descent. Non. La Gen Z, elle se met bien aussi, hein, parce que eux, il y a eu Ari Aster. Ouais, on a eu Dracula 2000. Oh putain, Lily, plus jamais tu me reparles de ce film. On a eu une sorte de pot pourri de plein de trucs qui fonctionnent moyen. On a eu James Wan, on a eu Insidious quand même, on a eu des trucs sympas, voilà. Mais bon, je suis Komodo. assez d'accord. Donc, Komodo, évidemment. On parle là-dessus, on a eu Doom en 2005 aussi, l'année maudite, toujours. On en parlera. On en parlera, bien sûr. Mais c'est une décennie. Punition. C'est une décennie sans aérobic.
Et ça, c'est triste. Oh putain, elle l'a placé. Elle l'a est forte. placé Pardon. et voilà. T'as dit un truc intéressant, Dario, quand tu disais qu'on y allait voir le film en espérant voir Paris Hilton mourir. Faut savoir que la mort était spoilée bien avant, puisque Paris Hilton elle-même a créé un mouvement promotionnel pour le film qui s'appelle « Venez voir Paris mourir, si Paris die », avec des t-shirts spéciaux avec marqué ce slogan, avec la date de sortie du film, des petites boutiques couvrées, boutiques éphémères, tout ça. Voilà, donc c'était l'argument fait un max marketing. Mais je pense que vous étiez malsain parce que moi, j'y allais pas pour ça. Hein. Moi, j'y allais pour voir le mec de Gilmore Girl. Hein. J'ai pas du tout comme vous, moi. Vraiment, j'étais plus saine d'esprit. Hein. Oh, c'est bizarre, très bizarre. Nous, c'est qu'on était je sais pas, des mâles bêtes, et que Paris Hilton, à l'époque, c'était aussi un sex symbole, donc je pense que ça a dû jouer. Et comme on en parlait tout à l'heure en off, elle était beaucoup détestée aussi par sa présence un peu partout, donc ça a dû jouer. Et je trouve ça vachement intelligent d'en avoir fait un argument marketing, et c'est là où tu vois qu'elle est loin d'être conne, d'avoir réussi en fait à jouer là-dessus, avec son image. En fait, elle a compris un peu comment les réseaux sociaux fonctionnent maintenant, faire un petit bad buzz, tu vois, pour avancer. C'était vraiment bien joué, je trouve, de la part de la promo. Un prix Nobel pour cette femme, tout de suite. Mais Tu la sais laisses qu'elle tranquille, est, Mathieu. Elle est surnommée The Original Influencer. Bah oui, c'est pas pour rien. elle a hein. tout compris, elle a tout compris, clairement. En tout cas, merci Dario pour cet j'ai pas abattage fini, mais, en règle. c'est pas Ah, t'as grave. pas fini? Bah écoute, chie dessus, J'ai fais-toi pas plaisir. fini, mais tout à l'heure je parlais de Lucas des frères Scott. Je mets au défi quiconque de regarder, je pense, les 5 premières minutes du film et de comprendre que ce gars-là est le frère de Carly. Grave. Je trouve que dans tout le film, et juste avant jusqu'au moment où il dit bah t'es ma sœur, lol, pendant tout le film, il y a aucune alchimie frère et sœur, et vraiment au début du film, je me suis dit ok, donc lui c'est genre son ex ou un truc comme ça où il veut absolument coucher avec Carly machin. En fait, c'est son frère jumeau. Et je comprends pas Mais ça, c'est bizarre, ouais. les intentions de jeu. Vraiment, explique-moi les choix, s'il te plaît, le réalisateur, explique-moi pourquoi le gars il joue comme ça, quoi. Pourquoi il a envie de ken sa sœur, je comprends pas. Mais on s'en fout, il va Les mourir. années 2000. Mais les années 2000, c'est l'année où on couchait avec sa sœur, c'est ça que t'essaies en train de dire, Romain? Non, ça, c'est les années 70. ça. Continue, je t'écoute. Non, mais t'avais l'air d'avoir un truc à dire. Oh, t'inquiète, je t'écoute, continue. Et du coup, à part les décors, pour terminer, il y a quand même l'introduction que j'ai trouvé un peu cool, même si ça tire un peu trop en longueur et que ce que ça veut dire, ça me fait chier parce que genre on nous met un espèce de vieux foreshadowing de merde en mode oulala, il y a un frère qui est pas gentil et puis il y a un frère qui a l'air d'être gentil. Mais je trouve que la mise en scène un peu clip ultra grand angle où on voit pas les visages, je trouve que ça a un peu de gueule quand même. Il y a un petit côté vraiment retour en enfance, quasiment cauchemardesque. Donc ça, je trouvais que c'était assez cool, mais c'est vraiment le seul truc de mise en scène que je sauverais du film, je pense. T'es dur. Bon, on sait Pourquoi quel enfant t'étais sur la chaise. Hein. J'étais l'enfant sage qui mangeait sa soupe gentiment. Ouais, bien sûr. Celui qui est devenu un tueur psychopathe, du coup. Oui, mais qui est pas défiguré. En fait, du coup, comme lui, il est pas moche, ça va. Il est même Voilà. maxi beau gosse. Il est beau. Ah Ah ouais. Il est beau, Non, bravo. c'est l'inverse. C'est Vincent qui, Ah oui, est non, le, c'est vrai. qui est le gentil enfant. Et c'est C'est Beau vrai que qui c'est- est C'est attaché Vincent sur qui est la chaise. gentil, ouais. C'est beau. Ah, moi, Ouais. j'ai pas compris ça Enfin, comme qui est ça. gentil, il décapite Si, des gens parce que et tout. Beau, il a enfin, les marques sur ses poignets. ouais. Putain, j'avais pas vu. Justement, on essaie de te faire croire durant tout le film que c'est Vincent qui est turbulent, alors qu'en fait, c'est Beau depuis Oui. le départ. Alors que ça change rien parce qu'on voit les deux tuer des gens. Je comprends Bah, pas c'est- l'intérêt Oui, de c'est- ce Je plot. tenais un qui est beau, un qui est moche, quoi. Moi, c'est tellement bien écrit que j'avais pas compris, tu vois. Du coup, le masque de Vincent, il est pitoyable aussi. J'en ai pas parlé, mais en vrai, quand on le voit au loin, on dirait genre Ozzy Osbourne aujourd'hui. J'allais dire un vieux sosie de Ozzy Osbourne, mais juste Ozzy Osbourne aujourd'hui. Genre, il fait pas du tout peur. Son masque, il est horrible. Quand il enlève son masque, bon, c'est du CGI, c'est dégueulasse, vraiment. Et il y a des petites métaphores, entre guillemets, je dis métaphores parce que c'est vraiment. Il y a des bébés en cire qui sont collés, puis là, avec le couteau, je les coupe et ça les décolle. Vous avez compris la métaphore? Ta gueule, c'est bon. Et C'est par contre, je suis un peu pas de- sûre un que peu ce de soit le tueur qui subtilité, doive quoi. être le plus flippant. Je trouve que c'est plus le procédé qui est censé te mettre hyper mal à l'aise durant tout le film plutôt que le tueur. Enfin, moi, je sais que c'est un truc que j'arrêtais pas de ressasser en me disant putain, ils sont mis en cire vivant et tout, c'est hyper glauque. Enfin, c'est plus ça, quoi. Ils sont pas tous mis en cire vivant. Genre, le gars qui joue dans Scary Movie, là, qui joue Billy Loomis dans Scary Movie, lui, il est décapité. Tu vois, genre, Oui, bah là, il pouvait plus trop respirer, quoi. Donc ça veut pas dire que tous les mannequins de cire en fait dans la ville ils ont pas tous été Ouais. transformés vivants, tu vois. En tout cas les deux sont horribles, donc je vois pas l'intérêt de faire semblant que
Vincent c'est le méchant jumeau alors que l'autre est gentil, alors que on voit les deux tuer des gens en même temps. Donc, Mais Vincent, il est manipulé parce qu'au début, il faisait juste des trucs en cire et c'est son frère qui lui a dit de foutre des gens dedans. Ouais, si tu veux, mais. Il a l'air de kiffer un petit peu quand même. Hein. Oui, c'est ça, ouais, quand il court après justement le gars de Scary Movie. Quand tu connais que ça. Ouais, hein. T'es dans une ville où il y a que des putains de trucs en cire et c'est toi qui les as fabriqués. Il a même empaillé sa mère. Il y a un truc un peu nécrophile, tu vois. Le pauvre Vincent, et un peu de cœur. Laisse un peu ton Il connaît sel. rien d'autre. Il est moche, j'aurais pas de cœur pour lui. Pas de cœur pour les moches ici. Est-ce que tu as fini de chier sur le film, Dario ? Laisse-moi réfléchir, je pense que oui, mais ça peut me revenir, je prendrai la parole si c'est un truc qui me revient. Je rebalancerai ton caca. Exactement. Que Lily va essayer de nettoyer maintenant. Bon courage, toi, je sais que t'as aimé le film. C'est une belle métaphore en tout cas. Lily, toi t'as aimé le film ? Oui. Oui. Merci. Au revoir. Allez, c'est tout. Alors, moi, je me souviens que j'avais déjà aimé quand j'étais ado. Je sais plus quand je l'ai vu au collège ou au lycée. Mais je pense que j'avais aimé parce que j'avais pas tellement d'a priori sur le film à l'époque. J'étais un peu trop jeune pour connaître le film original. Puis, Mylène m'a expliqué qu'il avait surtout été vendu sur son casting de stars qui étaient très teenage à cette époque. Mais personnellement, je connaissais pas trop ces acteurs parce que j'ai jamais regardé les frères Scott, Dawson, Gilmore Girls, tout ça, j'ai pas vu, ça m'intéressait pas trop. Donc, à part Paris Hilton et Elisha Cuthbert, parce que j'avais vu 24 heures chrono, je connaissais pas tellement le casting. Du coup, je me foutais un peu des critiques qui étaient beaucoup basées là-dessus à l'époque. Puis en vrai, t'as parlé de la campagne Si Paris Die. Moi, j'avais trouvé ça plutôt marrant. Je trouve que ça montrait que le film avait conscience de ce qu'il était et qu'il y avait un minimum d'autodérision derrière. Ça m'a bien plu. N'empêche que les trucs qu'on a aimés il y a presque 20 ans, on se demande toujours s'ils vont survivre au revisionnage. Et à la revoyure, je trouve qu'on a fait un procès quand même assez injuste à ce film. C'est un super ride, comme dirait Romain. J'adore le fait qu'il soit rempli d'effets pratiques à l'ancienne, comme l'a dit Mylène. Vous savez à quel point j'aime ça. Et je trouve que les effets pratiques, ils sont vraiment honorables. Il y a des maquillages assez dingues dans le film. On a parlé des décors, mais les maquillages, ils sont très sympas aussi. D'ailleurs, on l'a rapidement évoqué, mais la mort de Paris Hilton, elle est incroyable. Ça sent le mannequin, mais elle glisse le long d'un bâton avec une bonne coulée de chair et un sound design bien dégueu. Ça fait... Et vraiment, c'est loin d'être honteux à ce niveau-là. Il y a aussi une très bonne gestion de la douleur. Je crois que Mylène l'a dit aussi. Le film, il fait mal physiquement. Je pense aux doigts coupés ou aux coups de couteau dans les pieds. Moi, ça m'a quand même fait un petit aïe à chaque fois. Petit bémol, c'est les effets numériques qui me cringe un peu. J'aime pas ça d'ordinaire, mais bon, j'aime bien les images où la maison de cire se met à fondre. Je les trouve assez jolies, même si c'est pas tangible. Voilà, ce que j'aime bien à dire, on voit que c'est du numérique et que c'est un peu numérique Windows 2000, quoi. Voilà, pas ouf. Mais ça m'a quand même pas mal angoissée. J'expliquais à Mylène pendant le film qu'il y avait un truc qui m'angoissait énormément dans ma vie, c'est quand tout mon environnement n'est fait que d'une seule matière. Genre, tu me mets dans un chalet en bois, je fais une crise d'angoisse. Voilà. Hyper spécifique comme phobie. Je te jure, j'ai passé J'étais pas prêt quand elle me l'a dit. J'ai passé Putain, dans la maison en pain d'épices, toi, t'es mal, quoi. Ah ouais. J'ai passé une fois des vacances à la montagne dans un chalet en bois. Je me souviens de mes grands-parents qui m'appellent et qui me disent « Alors, c'est comment la montagne ?» Je dis « Il y a trop de bois, il y a trop d'arbres. Sortez-moi de là !» J'étais en hyperventilation. Mais bon, c'est pas une sensation que j'arrive à retrouver au cinéma d'habitude. Et là, le film, il y est parvenu. Donc, je trouve ça assez malin, finalement. Précis le fait que ça soit une adaptation, finalement, très libre de L'homme au masque de cire. Clairement, on garde pas beaucoup d'éléments de l'original, si ce n'est le fait qu'il y a un mec difforme qui transforme des cadavres en statues de cire. Puis, on perd le propos qui était intéressant sur l'artiste qui doit prostituer son art à ce que le public veut. Ici, on veut plutôt faire un film d'horreur teenage à sensation. Et sur ce plan, c'est assez réussi, moi, je trouve. J'ai même envie de dire que j'aurais aimé que le remake de Massacre à la tronçonneuse, comme l'a dit Mylène, ressemble plus à La Maison de cire. Parce que quitte
à vouloir faire un gros divertissement horrifique, survival, avec une famille de campagnards dégénérés qui massacrent des ados tête à claque, autant y aller à fond, en se détachant le plus possible de l'original. Ça évite les comparaisons avec un classique difficile à égaler. D'autant que, à mon sens, Les Maisons de Cire, c'est plus autant une grande attraction populaire que dans les années 50. Donc, ça aurait moins parlé au public jeune des années 2000 qui était visé. Bon, après, je reconnais moi aussi que le film a des défauts. Clairement, c'est très, très mal écrit. Par exemple, Paris Hilton, elle est juste là pour qu'on voit Paris Hilton mourir. Si bien qu'elle est éclipsée complètement du scénario pendant une grande partie du film. Du coup, son personnage et celui de Blake, ils sont un peu inutiles. Puis, j'aurais bien aimé qu'on s'aperçoive qu'il y avait une petite morale, même un peu naze, et comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences, et que le redneck dégueulasse du début, c'était peut-être plus un bon samaritain que le garagiste qui a un physique plus rassurant. Voilà, ça aurait évité, c'était aussi un peu naze, mais ça aurait évité d'avoir ce final qui est juste là pour présager d'une suite dont on se fout un petit peu. Mais alors l'autre grand défaut, vous en avez tous parlé, c'est que le film, il est extrêmement marqué années 2000, que ce soit les fringues, la musique rock, le R&B. Le R&B sur la scène de sexe, Saw 2000, et Paris Hilton dans son pot de pêche bleu. Elle a carrément le pot de pêche bleu, quoi. C'est vrai que ça pue très fort, le marketing 2000. Mais bon. Ça pue, ouais. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas la pire des capsules temporelles. Voilà, moi, ça me va. Le film est assez honorable, et je trouve que c'est dommage de s'arrêter à ça, ce qui est malheureusement souvent le cas avec ce remake. Voilà. C'est la capsule temporelle de la pire époque, alors, dans ce cas-là. Moi, je suis pas une grande fan des années 2000, Mylène peut t'en parler, mais clairement, c'est pas les trucs que j'ai testé le plus. Voilà, genre moi, Paris Hilton, les téléphones à clapper à Stras, moi, ça, j'aimais bien. Voilà, donc ça me va. Il y a pire comme capsule temporelle. Mec. Oui, ça va, franchement. Il y a le Vietnam. Et juste pour rebondir sur ce que t'as dit sur le personnage de Paris Hilton, il y a une scène qui m'a fait exploser de rire. C'est parce qu'il y a tout un passage avec du R&B où Paris Hilton a fait une espèce de striptease devant son mec. Elle se pose à côté de lui en mode ok, bon là c'est la scène de sexe qui arrive. Elle lui dit il faut qu'on parle. En mode non, attends, faut qu'on parle. Alors qu'elle a fait un méga striptease juste avant. Et je sais pas, j'ai explosé de rire devant ce truc là. Je me dis mais écrivez des scènes qui ont du sens quand même. Non, je pense que c'est voulu. Que c'est drôle. C'est un peu un élément comique. Hein. Moi j'ai ri aussi, mais de bon cœur, tu vois. En mode, oui, il y a de l'autodérision, on va voir Paris Hilton à poil. Et non, voilà. Je trouve ça un peu rigolo. Pour moi, ils sont tous les personnages sont tellement débiles que c'est mal écrit que c'était juste une erreur d'écriture, tu vois. Mais juste, ça m'a fait vraiment. J'ai ri du film, quoi, pas avec le film dans ce cas-là. Il y a un truc, c'est que t'es souvent celui qui vient chier sur les films des gens. Sauf que ce soir, t'es pas seul. Ce soir, je suis avec une armée. Que Amélie aussi en avait gros sur la patate. De toute façon, c'est la fin de notre amitié, je le sais. Hein. Vas-y, lance-toi, Amélie. Yes. Alors, La Maison de Cire, vue et sans tape. Vraiment. C'est dur. Vraiment. Le film n'est pas bien. Le film est exactement ce que serait un mannequin de cire d'un survival, en fait. C'est une copie de survival, mais tout mou, avec l'œil vitreux et rien à l'intérieur. Effectivement, même Cars est un meilleur survival que ce film, pardon. Cars. Mais oui, je suis désolée. Le film d'animation Oui, le Pixar, ouais. Oui, c'est un survival. Hein. Cars est un survival. Oui. Revois-le, mais Cars est un survival. C'est vrai. Il y a eu un moment de choc mental, mais continue. Donc effectivement, le film est à l'image de la cire, vitreux et mou. C'est-à-dire qu'en plus, il s'étale pendant plus de 2 heures, telle une bande de cire vide sur ton mollet poilu avant d'aller à la plage. Le film ne raconte rien d'intéressant. Et en fait, il s'étire pendant beaucoup trop longtemps. Ces 2 heures ont été si longues alors qu'il aurait pu se résumer en un épisode des Contes de la Crypte un peu bof. Mais non, il a décidé de faire durer. Et on s'en fout de ce que vivent ces personnages. On s'en fout de leur relation entre eux parce qu'elle a tout fait très faux, tout fait très toc.
Par contre, effectivement, on est face à une bande de mannequins, comme ça, de mannequins de cire, c'est-à-dire qu'ils sont vides à l'intérieur, ils ne bougent pas et ils sont nuls. C'est-à-dire que ce sont des personnages complètement clichés et fonctions dont on ne se rappelle pas de leur personnalité ni de leurs interactions. Et c'est pour ça que tout ce qui leur arrive entre les scènes de mort, ça nous semble stupide et en plus, ça n'a pas grand intérêt. Qui va aller à New York, qui est en fait enceinte. Oui, mais en fait, ça change absolument rien à l'histoire, ni ce qui est en train de leur arriver. Et en plus, les scènes de mise à mort, moi, je les trouve plutôt nulles. Oui, il y a le truc du doigt et le truc et la scène de mort de Paris Hilton, mais sinon, à part ça, je trouve que c'est quand même très très chaste, très très propre. Et pas très intéressant par rapport à d'autres survival. Si on prend Massacre à la tronçonneuse à côté, qui est beaucoup plus crade, beaucoup plus sointant, là quand même tout est carton-pâte et tout est un peu moche. Y compris les scènes de mort qui viennent comme ça parsemer ces 2 longues heures de film dont on ne voit pas la fin. La fin qui est le meilleur moment du film. Moi, j'ai adoré le générique avec My Chemical Romance. C'est le moment où mon corps s'est à nouveau animé et que je me suis rappelé de mes années d'adolescence et que, à ma grande surprise, je me souvenais des paroles et du refrain. C'était incroyable. Là, je revivais. J'étais très heureuse. Mais oui, en fait, je trouve que le film est sans corps, il est sans chair, ce film. Il ne raconte finalement pas grand-chose. Il part sur un truc sur la monstruosité, mais il ne va jamais au bout de son sujet. Il part sur un truc sur la fraternité, sur le fait d'être frères jumeaux ou frères siamois, mais il n'en dit pas grand-chose. Et même son côté survival, en fait, la confrontation des jeunes citadins avec cette Amérique profonde, elle marche pas très bien parce que c'est quand même des jeunes de l'Amérique profonde qui sont eux-mêmes des exclus de cette Amérique profonde, qui ne sait pas qu'il y a cette ville à cet endroit, comme si ces campagnards ne connaissaient pas leur propre territoire finalement, alors que je suis sûre que c'est assez peu probable. D'ailleurs, tout est assez peu probable dans le film. Le fait qu'ils utilisent des corps pour faire des mannequins, tout ça parce qu'ils auraient un trauma d'enfance, pourquoi ? Enfin, quel est le sens de tout ça ? J'avoue que les décors sont plutôt beaux, mais la fin de cette maison de cire qui fond dans un amalgame de CGI avec lequel je ne m'épilerai même pas le maillot. Franchement, désolée, mais c'est un grand nom pour moi. Pardon, mais ça fait juste des blob en effet numérique et c'est dégueulasse. Le seul truc que je reconnais d'intéressant au film, c'est d'avoir pris Paris Hilton. Puisque pour les plus jeunes d'entre nous, vous ne le savez peut-être pas, mais Paris Hilton, elle a fait son propre survival en allant avec sa copine Nicole Richie dans une super émission qui s'appelait The Simple Life, où en fait les deux jeunes, c'est comme ça que Paris Hilton est devenue très célèbre finalement parce qu'on ne la connaissait pas. Donc 2 jeunes femmes dans la, alors on ne la connaissait pas, à part peut-être sa sextape qui était avant, je crois, peut-être, je ne sais pas, qui a la chronologie de la filmographie. Je crois que c'est pendant. Je crois voilà. que c'est pendant A Night in mais Paris. en tout cas, donc c'était 2 jeunes femmes de millionnaires qui allaient dans un van à travers l'Amérique pour aller rencontrer l'Amérique profonde, et on les voyait travailler. Donc elles travaillaient dans des magasins, elles habitaient chez l'habitant, elles fabriquaient des saucisses, elles faisaient toujours un peu de la merde parce qu'au final le but c'était de les voir se comporter comme faire des conneries et puis finir par faire n'importe quoi et mal se comporter avec les habitants, ce qui est exactement le principe du survival aussi, c'est que les jeunes citadins méprisent profondément les rednecks à qui ils sont confrontés et font de la merde en fait, se moquent d'eux et font de la merde. Et donc The Simple Life servait à se moquer de Nicole Richie et de Paris Hilton, mais aussi et surtout de voir à quel point elles étaient méprisantes et comment elles se comportaient avec cette Amérique profonde que finalement elles n'avaient jamais rencontrée vu qu'elles vivaient dans des palaces et dans des grandes maisons. Donc c'est pas si con d'avoir pris Paris Hilton, et ça montre aussi que Paris Hilton, elle est complètement consciente de son image et qu'elle capitalise sur ce truc-là, sur cette émission de télé-réalité de l'époque. Donc voilà pour la maison de cire. Je me suis profondément ennuyée. Effectivement, j'ai fini par commenter le film moi aussi en me disant que tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Il y a un petit côté effectivement ride de maison de l'horreur, de maison hantée, un petit peu comme dans Massacre à la tronçonneuse 2 où il y a cet endroit abandonné où la famille vit et ils en ont fait
un lieu un peu de fête foraine. Mais je trouve que dans la maison de cire, ça fonctionne pas tellement, ce côté attraction et fête foraine. Voilà, je trouve que... Oui, effectivement, que les personnages, on s'en fout de ce qui leur arrive et que à la fin, j'avais déjà oublié le film. Voilà, donc désolé, mais c'est un grand non pour moi. Tristesse. Mais- J'adore cette Amélie. Je trouve que c'est pas le but du film d'avoir des personnages écrits en fait. Voilà, qui Oui, soient un mais peu en fait, interchangeables et c'est chers à le but de C'est canon. quoi le film. but du Ça film fait tu vois partie. Pour moi, c'est juste un petit film d'horreur un peu concon où tu vois où t'as de la chair à canon insupportable qui Oui. se fait zigouiller un par un. Donc t'as pas Certes, besoin de beaucoup les écrire. Certes, mais en fait, le fait qu'ils se fassent zigouiller un par un, c'est même pas intéressant parce qu'on n'a même pas des scènes de mise à mort particulièrement inventives. À part celle de Paris Hilton, il y en a plusieurs qui meurent hors champ. Donc en fait, si ça avait été le ride, juste comme dans un slasher, de voir comment ils sont mis à mort par le ou les tueurs, ça aurait pu être intéressant, mais là, même pas. Donc en fait, je trouve que le film est profondément vide. On n'a même pas ce plaisir de les voir se faire buter, quoi. Ah bah quand même. Et juste... Ouais, quand même. Non, il prend cher. quand Ouais, même. il y en a deux, trois Je qui suis prennent pas- cher. Et quand ouais, même, celui franchement. qui se retrouve tout enciré, là, son pote lui détache Ouais, la cire du mais visage. Décapité, qu'après il retrouve sa tête dans la cire. Enfin. Ouais, ouais, bah d'accord, il y a celui-ci et il y a Paris Hilton. Mais sinon, le mec qui se fait décapiter, en fait, on voit même pas. On voit les ciseaux qui se plantent, mais on voit pas la décapitation. Les deux autres personnages masculins meurent hors champ. Désolé, mais moi, je trouve que même niveau mise à mort, on reste sur sa fin, quoi. Et Paris Hilton, ok, sa mise à mort, elle est cool, mais elle est pas suffisamment spectaculaire pour que moi, ça me donne envie de rester devant le film, quoi. Ce qui a marqué les gens à l'époque, c'est que Paris Hilton meurt, c'est pas sa mort en elle-même en fait. Elle est extrêmement basique, enfin, elle est totalement interchangeable avec la mort de n'importe quel autre personnage issu d'un slasher ou d'un survival lambda. Enfin, c'est juste, ce que tu retiens, c'est que Paris Hilton a été assassiné dans le film, transpercé par un pieu, mais en l'état, c'est même pas une des morts les plus marquantes de l'histoire du cinéma, quoi. C'est juste le nom de Paris Hilton qui fait que... Bah, je suis pas On n'a forcément pas dit d'accord. que c'était parce une des non. morts les plus mémorables. Hein. Oui, Oui, parce que le on film n'a est pas nul dit à ça. chier, mais Oui, enfin, mais je veux dire, dans le... C'est un truc de teenage horror, je le prends pour ce qu'il est, tu vois. Ouais, totalement. C'est pas le premier film d'horreur de Paris Hilton en plus. Non, c'est pas J'ai le premier. checké, j'ai pas réussi à le voir. Il y a 9 Lives, 9 C'est vies. pas Ah bien. oui, c'est de la Attendez, merde, C'est putain. vraiment C'est de pas la bien. merde. Alors l'affiche est fabuleuse et donc oui voilà 9 amis restent dans un vieux manoir dans lequel un esprit antique est libéré. C'est dans un DTV pourri de Ah oui, l'époque, oui, oui, tourné oui, oui. visiblement au caméscope. Et les images sont terrifiantes, je les ai devant moi, j'ai envie de crever. Ça m'a l'air fabuleux. Ah, mais c'est une purge ce film. Faut le regarder un dimanche en train de décuver, tu vois. Il y a pas d'autre moyen. Comme on a vu la maison de cire comme ça, Mylène. Oui, bah on a essayé de C'est pour voir ça que vous avez Coven. pas c'est pour aimé, ça. Non, non, C'est c'est pour pas ça, vrai. tout c'est pas vrai, s'explique. On l'a revu Ah. en plus. Quand on creuse un après. peu... Mais regardez le sobre, hein, vous allez Non, voir. on l'a revu sobre. Vous allez voir, c'est on se bon. fait chier, On hein, l'a le revu film il dure sobre. 2 heures. On l'a revu sobre. Tu l'as revu sobre. C'est beau. Merci Amélie pour cette correction effectuée sur le film. On va passer à Mathieu. Mathieu, toi t'as beaucoup aimé. Bah écoute, oui, j'ai adoré. C'était vraiment une très bonne surprise. Et puis... Non, c'était à chier. Ouais, personne. C'était à chier. Je vais l'assassiner là, parce que ça suffit. Là, oui, le film il est sympa. Oui, gna, 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 oui, Paris Hilton. Non, c'est pourri. C'est absolument pourri. Après, bon, on va contextualiser un petit peu le truc. Je l'ai vu quand même à l'époque, au moment où il est sorti en salle. J'avais 45 ans. Parce que tout ce qui était production Dark Castle, ta gueule Mylène, tout ce qui était production Dark Castle, en fait, j'allais les voir. C'était très 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 inégal. C'était la maison de l'horreur, c'était le vaisseau de l'angoisse, comme disait Mylène. Et du coup, j'étais curieux de voir un petit peu ce qu'ils allaient faire avec ce pitch. D'autant plus que c'est le remake, comme on l'a dit, d'un classique des années 50, donc La Maison de Cire, avec Vincent Price quand même. Donc j'espérais qu'on ait quelqu'un du niveau de Vincent Price en tant que grand acteur en fait, et bon, ça n'est pas le cas, mais bon bref. Le film original est très ancré dans les années 50, il était considéré comme un gros classique de l'horreur à l'époque. Aujourd'hui, bon, il effraierait plus grand monde, mais il y a quand même quelques scènes qui sont très, très efficaces. Les décors sont beaux, les acteurs sont impeccables. Il y a une esthétique qui est très, que moi je trouve vraiment très, très cool. Et puis il y a aussi le fait que ce remake est donc produit par Robert Zemeckis. On a évoqué plusieurs fois tout à l'heure le fait qu'il y avait un petit côté
Conte de la crypte. Pour moi, en fait, c'était à l'époque la meilleure façon de faire un remake de ce film-là, parce que encore une fois, voilà, le film est très ancré dans les années 50, très bien réalisé, parce que c'est André Deutos. André Deutos, c'est un réalisateur un petit peu oublié, mais qui a fait une bonne quantité de petites séries B assez efficaces. Hormis celui-ci, je crois son film le plus célèbre, en tout cas pour moi, c'est un film qui s'appelle La Chevauchée des Bannis, qui est un western qui se passe sous la neige. Ils sont assez rares et celui-ci est assez efficace. Mais bon, bref, voilà. Donc les mecs se sont dit, tiens, on va remaker un film des années 50 avec Zemeckis à la prod. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. À l'époque, je suis sorti de la salle en me disant, ok, la scène finale avec la maison qu'ils font, ok. À l'époque, j'avais trouvé les effets spéciaux pas trop dégueulasses. Aujourd'hui, je vous avoue que ça pique. Voilà, il y a 20 ans d'écart, mon regard est plus tout à fait le même. Je confirme en fait le truc comme quoi beaucoup de personnes sont allées pour voir Paris Hilton mourir, étant donné que je déteste Paris Hilton, qu'elle m'avait bien gavé en fait à l'époque, à être présente de partout, alors que la meuf, bon, bref, voilà. T'es jaloux. Non, c'est pas une question de jalousie, c'est une question de voir en fait quelqu'un qui n'a aucun talent être de partout, H24. Bah, genre comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui font ça, donc ça change oui, pas. Oui, non, mais déjà à l'époque c'était pénible en fait de voir quelqu'un, enfin de millionnaire et de profondément bête. Après, elle est pas bête, hein. Franchement, elle sait très bien ce qu'elle fait. Hein. Elle est pas bête, hein. Franchement, elle gère bien son truc, elle gère bien son truc. Parce qu'elle a des business, si t'as des millions, évidemment, en fait, si t'as des millions et des millions, évidemment que t'as des personnes en fait, enfin j'espère pour elle que t'as des personnes pour te conseiller un minimum sur ce qu'il faut faire et pas faire. Mais bon, moi je garde en fait à l'esprit le fait qu'elle est conduite en état d'ivresse et qu'après elle est chouignée parce qu'on l'emmenait en prison. Elle devait faire 45 jours de tôle. Elle est sortie toute fière au bout de 3 jours, si tu veux. Enfin, moi si jamais je vais en tôle et tout, est-ce qu'on me libère au bout de 3 jours, tu vois? Non, bah non, je suis pas millionnaire, je suis désolé. Donc voilà. Bref. Donc il y avait cet argument marketing de Paris Hilton. Voilà, bon, enfin, petit personnage, j'y suis pas forcément allé pour ça. Au final, on a un film qui est, 20 ans plus tard, je trouve extrêmement banal. Il n'est pas forcément raté, mais il est banal. C'est-à-dire que c'est un film... Enfin, déjà de base, c'est un premier film. Raume Colessera, en fait, c'était son tout premier film. Il a fait largement mieux plus tard, mais j'aurais été curieux, je pense, avec le recul, de le voir réaliser ce film des années plus tard. J'aurais bien aimé qu'en fait il réalise ce truc-là, qui s'attaque donc au remake de 1953, avec déjà plusieurs films au compteur. Parce que là, pour son premier film, j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment comment se positionner. On a un film qui a le cul entre plein de chaises. Il ne sait pas vraiment s'il doit être une espèce de slasher bas du front avec des personnages qui sont écrits comme tels. Comme on l'a dit précédemment, ils sont tous stupides, toutes leurs actions sont profondément idiotes. On ne s'attache littéralement à aucun des personnages et leur mise à mort, en fait, on s'en fout royalement. Tous ces personnages de slasher se retrouvent paumés au milieu d'un survival qui coche scrupuleusement toutes les cases du bon petit survival, sauf qu'à aucun moment, en fait, ça ne tente quelque chose d'un minimum original, alors que vraiment, avec le pitch de base, donc une maison de cire, il y avait moyen vraiment de partir dans tous les sens. Ce que fait un petit peu le film quand même vers la fin, mais vraiment, c'est trop tard, parce que, encore une fois, le film fait 1h50 et on a l'impression qu'il fait le double. Voilà, on a ça, on a une espèce d'esthétique, comme on l'a dit, très début 2000 dans tout ce que ça peut avoir de pire. On a cette espèce d'éclairage jaune, dégueulasse et avec des touches de vert qu'on retrouvait dans tous les seaux de la même époque. Et je suis désolé, je déteste cette esthétique. Enfin, il y a un côté, il y a un côté torture porn du pauvre et tout qu'on voyait absolument de partout dans un film d'horreur sur deux. Moi, j'appelle ça l'esthétique qui sent le tétanos, quoi. C'est, il y a tout qui suinte et tout est rouillé, tout est moche et tout. Enfin, je déteste ça. Et on a aussi pas mal de trucs où, qui me font me dire que le gars savait pas trop où est-ce qu'il mettait les pieds et que j'avais conscience que le mec était un fan de films d'horreur et qu'il allait piocher un petit peu de partout, dans le slasher, dans le survival, dans ce qui se faisait aussi dans le cinéma contemporain au moment où il tournait le film, mais qu'il récupérait un petit peu ce qu'il pouvait et ce qui lui semblait en fait être cool à l'époque. Je pense notamment à une scène où le méchant se retrouve à terre et se fait défoncer le crâne en fait à coups de batte de baseball, et on était quelques années après Irréversible, quoi. Et je me suis dit, tiens, ce niveau de violence en fait détonne complètement avec ce qu'on a vu précédemment, où, comme disait Amélie, il y a quand même beaucoup de hors-champ, et j'ai l'impression d'une espèce de film très bâtard, mais qui paradoxalement en fait est destiné majoritairement à un public d'adolescents qui n'a pas forcément une grande connaissance du cinéma d'horreur, sinon très vite il se rendrait compte que le truc est pourri. Et du coup il y a des moments qui sont vénères, d'autres qui sont chiants comme la mort.
avec des personnages qui, encore une fois, sont extrêmement mal écrits. Le film est criblé d'incohérences, mais vraiment, j'en cite juste une, mais comment est-ce qu'une personne en fait qui vit avec son frère dans un village qui n'apparaît sur aucune carte et qui gère l'intégralité du village en matière d'éclairage et tout ça, au niveau de l'électricité, ça se passe comment en fait? J'aimerais bien voir la facture de ce gars-là, parce qu'il paye à lui tout seul en fait l'éclairage de tout un village, mais bon bref. À un moment donné, pendant la course-poursuite avec l'héroïne, elle se réfugie dans un cinéma qui passe en boucle le même film. Étant donné que le village en fait est bloqué plusieurs années en arrière, on est au début des années 2000, je pense pas que le village soit équipé en matière de projection numérique, donc forcément le film qui passe à l'écran passe via une bobine. Et je me dis, putain, à quel moment un des deux frangins en fait est allé dans la cabine de projection pour mettre le truc en route en fait, pour que ça soit crédible et que leur sculpture là en fait ils soient en train de regarder un film qui passe sur un écran. Non, il y a plein de trucs en fait qui vont pas, c'est écrit avec les pieds, c'est chiant, c'est pénible, mais après je reconnais que si vraiment on n'a pas de grosses attentes ou de grosses cultures en matière de cinéma horrifique, le film te donne exactement ce que t'es venu chercher. Petit twist de merde, ado stupide, quelques meurtres graphiques, d'autres non. Donc voilà, c'est très ancré dans les années 2000. J'aurais encore une fois adoré que le réalisateur fasse ce film bien des années plus tard, en étant un peu plus libre et un peu plus solide sur ses appuis. Mais en l'état, je trouve que c'est vraiment une bouse parmi toutes les bouses de remake pourris qu'on a pu avoir dans cette période. Excuse-nous de pas avoir de culture horrifique. Ouais, excuse-nous, hein, Mathieu le boomer. De quoi? T'aurais pas un peu de mépris pour ceux qui connaissent pas trop le genre? Non, je n'ai pas de mépris. Pourquoi? Ça s'est senti qu'il y avait un truc... Non, je sais pas. Non, on te taquine. Tu réécouteras l'épisode, tu verras. Tu iras voir tes mails. Justement, en fait, le film, il s'adresse à des ados qui ont jamais vu de film d'horreur, et du coup, c'est pas dangereux, je dirais pas jusque-là, mais genre, c'est... Je trouve qu'il y a pire. Non, mais c'est rabaisser en fait le cinéma d'horreur aux clichés qu'on peut s'imaginer, tu vois, genre quand tu dis ouais non, les films d'horreur c'est toujours des ados cons en train de baiser qui se font tuer par un mec, tu vois, et c'est vraiment un truc pour les gens qui vont pas voir des films d'horreur et qui ont pas vu des films d'horreur. Donc non, mais après faut se dire aussi que c'est un blockbuster. Je le dis en fait comme ça. Ouais, je le dis comme ça en fait, c'est pas une critique, voilà, enfin c'est juste que le film... Enfin, le réalisateur connaît tous les clichés du cinéma d'horreur, ne sait pas forcément quoi en faire, et du coup, les ressort pouf comme ça, sans forcément chercher à les travailler ou à les pervertir. Pour moi, c'est fait pour ça. Ouais. Voilà. C'est un produit de consommation, tu vois, j'aime pas dire ça, mais... Oui, voilà. J'aime à croire qu'en fait, un ado qui veut découvrir le cinéma d'horreur, il a le droit de mériter un petit peu mieux, quoi. Parce que, on parle de survival depuis tout à l'heure, mais à la même époque, il y a un survival avec des jeunes qui se paument lors d'un voyage et qui se retrouvent en fait en pleine nature avec des rednecks dans une maison un peu bizarre. C'est un film qui s'appelle La Maison des Mille Morts, pardon, je vais le faire en français, et qui est infiniment plus intéressant. Et on retrouve aussi ce côté train fantôme dont on parlait encore une fois tout à l'heure. C'est Rob Zombie qui l'a réalisé. Oui, c'est Rob Zombie. Et Rob Zombie, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais comparativement, je préfère 100 fois La Maison des Mille Morts à ce truc en fait qui est ni fait ni à faire, quoi. Oui, mais... Alors, je suis d'accord sur la comparaison, mais j'ai pas de contre-argument. Bah voilà. Moi, j'ai grandi à cette époque dans une petite ville. J'avais plus accès à la Maison de Cire et à Amityville qu'à la Maison des Mille Morts. Je suis totalement d'accord. Donc, oui, mais la Maison des Mille Morts, en fait, c'est pas une histoire enfin, si. La Maison des Mille Morts, le souci qu'il y a pu y avoir à l'époque, c'est qu'il n'a pas été distribué en salle. Il est sorti directement, voilà. Et on n'avait pas le même accès à Internet non plus, donc en termes de divertissement horrifique, c'est pas ce qu'il y a eu de pire. Parce que derrière, tu vois, j'ai eu envie d'aller voir Halloween de John Carpenter, donc pourquoi pas? C'est pas un film qui invite à découvrir d'autres films d'horreur, je trouve. Bah si ça t'a plu, tu te dis, j'aime bien l'horreur, donc je vais aller voir d'autres trucs. Voilà. Vu le nombre de personnes qui en ont un souvenir nostalgique plutôt positif dans la vie des auditeurs, et vous pouvez aller voir sur Twitter principalement parce qu'il y a des traces et il y a beaucoup de commentaires, ça a rempli un besoin, je pense, de l'époque, ce genre de film. Et même encore actuellement. Ah ouais, moi ça fait partie des films fondateurs que j'ai vus et qui m'ont fait aimer l'horreur, hein, vraiment. C'est ça, les Blumhouse maintenant, actuellement, quand on prend la Gen Z ou la génération Alpha et tout, ça remplit ce besoin et ça va la recruter aussi. C'est que là, on a un point de vue de mec un peu plus âgé et que peut-être qu'on trouve le film moins bon qu'à l'époque, etc. Mais je pense que c'est là pour un besoin particulier et ça a une utilité très très ciblée dans le paysage du cinéma horrifique, dans tous ces petits rouages, si tu veux, qui marchent entre eux et tout, quoi. Et surtout qu'encore une fois, on parle d'une période où en fait les remakes qui tentent vraiment d'alpaguer la nouvelle génération pour venir voir des films qui justement sont remakés d'autres décennies,
Et je trouve que là, en l'occurrence, ça marche bien. Moi, à l'époque, ça m'a grave fait m'intriguer sur l'original, en fait. Donc, du coup, en fait, le contrat, le deal, il est fait. C'était vraiment un film que j'ai vu à l'âge où j'étais la cible et ça m'a fait m'intriguer. Et en plus, à cette époque-là, oui, j'ai voulu découvrir tous les originaux des remakes. Donc, pour le coup, ça marche, quoi. Mais après, on est d'accord pour dire que ce film, en fait, c'est un gros truc marketing, mais que si on n'est pas la cible, on a parfaitement le droit de le détester, en fait. Mais tout à fait, Mathieu. Bien sûr. Oui. Surtout qu'on le déteste pour des raisons de cinéma, quoi. Genre, il n'y a rien de réussi en termes de cinématographie, quoi. Oui. Et c'est faux. C'est faux. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui est réussi dans ce film, Romain? Les effets pratiques. Oui, j'ai demandé à Romain. Je m'appelle Romain, en fait, tu vois. Aime l'autre de la bouche. Je trouve que dans les années 2000, il y a eu cette esthétique extrême qui s'est mise en place où en effet le montage, c'était pas du montage, c'était du montage. Genre vraiment, il y avait 20 cuts à la seconde, des flashs blancs, ça va dans tous les sens, on prend 1000 prises de vue, on s'en bat les couilles. L'esthétique, c'était ok, on a la teinte verte sur la timeline de montage, on la met à x1000. Tout ça, c'était vraiment, fallait trouver une esthétique qui colle et qui démonte ta rétine, tout ça. Je trouve que cette esthétique qui est un peu imbuvable, même si je l'aime bien par nostalgie, House of Wax s'en sort plutôt bien et est un des films de cette époque-là avec cette esthétique nu metal Skyblog les plus regardables. Et je trouve que ça m'a surpris de voir à quel point en fait il était totalement regardable. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est un bon film? Il y a débat. J'ai passé un bon moment. Je pense que c'est un film qui a le malheur de sortir entre plein d'autres films plus intéressants et de pas avoir eu l'œil d'un mec expérimenté derrière la caméra, comme l'a dit Mathieu, parce qu'en effet c'est un débutant derrière qui s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire que c'est fonctionnel, il n'y a pas vraiment de plan raté, il n'y a pas vraiment de mise en scène particulière non plus. Ce qui me surprend, on l'a cité, c'est dur de passer en dernier parce que je fais que répéter des trucs, mais... il a un tic de mise en scène, il aime bien les plans zénithaux. Oui, c'est vrai, c'est un film zénital. Très zénital, et un film qui aime les bougies aussi. J'ai toujours trouvé ça complètement con d'avoir autant de bougies dans un film sur une maison de cire, parce que du coup le feu, l'idée même d'une maison de cire, c'est l'idée la plus conne du monde. Mais ce lit en cire le là, film, en fait, elles font. Oui, c'est ça. Ce film ne remet jamais en question le fait qu'il y a une maison de cire quand même. Enfin, c'est l'idée la plus débile du monde quand même. Faut en parler, mais ils sont en mode une maison de cire, on va rentrer dedans. Non, mais enfin. Tout ça pour que les personnages s'échappent en grattant dans la maison. Mais en dehors de ça, c'est tellement débile et tellement, en fait, les clichés que tu peux avoir dans des parodies maintenant avec 20 ans d'écart, tu vois, parce qu'on a du recul là-dessus, que je trouvais ça vachement plaisant. Et c'est comme aller sur son vieux Skyblog et se dire c'était une époque plus simple, en fait. C'était cool, c'était zen. C'est un rail, une sorte de capsule temporelle qui m'a fait plaisir. Et il y a quelques mises à mort sympas, notamment la sirification, je sais pas comment on va dire, du mec au milieu du film, qui est dégueulasse, je trouve. Horrible. Fun fact, la cire était faite à base de beurre de cacahuète. Donc imaginez l'odeur, ce pauvre acteur là-dessous, au passage. Mais je sais pas, c'est un petit film sympa. J'ai pas grand chose à dire dessus en fait, j'ai juste bien aimé, c'est un ride cool d'une époque lointaine, qu'on peut oublier pour des raisons qu'on a envie d'oublier, parce qu'en effet c'est difficile esthétiquement, mais qui est inoffensif. Et je trouve que chier comme ça dessus, c'est pas fou. Enfin, ça mérite pas quoi qu'on chie autant dessus. C'est le film que tu regardes quand t'es malade. Avec lequel je suis pas d'accord, par contre. Je t'écoute. T'as dit que maintenant qu'on a du recul dessus, on voit les clichés machin, mais en fait les parodies des films d'horreur des années 2000, en fait ça dénonçait déjà les clichés de ce film-là, tu vois. C'est pas 20 ans plus tard qu'on se dit là les personnages ils sont un peu cons. C'était déjà le cas avant et on s'en rendait déjà compte à l'époque, tu vois. On s'en rendait déjà compte depuis les années 70, 80, 90 et Scream se foutait déjà de la gueule de ça en fait bien avant, tu vois. Mais dans les années 2000, il y avait ce côté encore plus innocent en mode on fait comme si Scream n'était pas passé par là et on espère que les gens vont l'acheter. Et il y a une sorte de... Je parlais de côté extrême, on est dans vraiment l'extrême caricature de protagonistes. Il n'y a pas d'effort de fait pour en faire autre chose que des personnages fonctions qui sont là pour crever ou pour survivre, et tu sais très bien qu'ils survivent dès le début du film. On parlait d'éléments marketing, tout ça, et je trouve qu'en tant qu'objet d'étude, c'est un bon élément de cette époque-là, tout simplement. Ça mérite pas de se faire chier à la gueule comme ça, je trouve un petit peu dur, mais j'entends que c'est peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même quelques avis négatifs qu'on aussi ressurgi dans la vie des auditeurs, on va y passer juste après, mais je vous trouve un peu dur. C'est le fan de Leprechaun 4 qui parle. On va aller se bagarrer et puis on va reprendre le podcast. Il y aura un... Tu sais quoi, on parlait de Patreon, on va faire un Patreon et pour 5 € je tabasse Dario. Il est vachement plus grand que moi, il va me distraire. Ouais, t'es plus rapide. Moi, je suis rapide pendant 10 secondes et après, tu fais ce que tu veux de moi. C'est ça. J'ai juste un coup et voilà.
À ne pas sortir hors du contexte au passage. Ouais, restez calme s'il vous plaît. Samplez-le. Vite. S'il y a des contre-arguments, bien sûr, allez-y si vous voulez débattre, on est là pour ça. Sinon, je passe à l'avis des auditeurs directement. Oui, vas-y. Alors, attention, le S-word, le slasher est prononcé beaucoup. Je tiens à vous l'annoncer. Putain, et moi, j'ai pas assez de décontractants là pour cet épisode. Hein. Eh ben, décontracte-toi vite parce qu'il arrive. Jaws a dit « Personne ne me fera détester ce film. Un slasher fun, angoissant et méchant comme je les aime, avec des influences de torture porn des années 2000. Quelques faiblesses au niveau du rythme, mais le film est tellement généreux et plein de scènes marquantes qu'on pardonne. » Quelques faiblesses au niveau du rythme. Ouais. C'est 1h53 que j'aurai plus jamais dans ma vie, d'accord? On me les rendra jamais, c'est 1h53. C'est vrai qu'il est plutôt long, pour le coup. S'il faisait 90 minutes, il y a moyen que ça passe mieux quand même. Mais là. Et attends, t'as pas vu le début alternatif qui est dans les bonus du Blu-ray, c'est encore plus long. Ouais, C'est qui ça. sert à rien. Oui, qui sert à rien. Enfin, des films d'1h20, si c'est pourri, tu le ressens en 5 heures quand même. Je sais pas si t'as vu le dernier Quentin Dupieux au passage, c'est exactement ça. 1h10, 3 ans de ta vie que tu revois jamais. Ça reste toujours moins long que Sleep d'Andy Warhol. Il y a des films d'Andy Warhol aussi. Je pense à son film sur l'Empire State Building, c'est Empire, c'est juste 8 heures d'un plan fixe sur l'Empire my State God. Building. Ah ouais, non, mais c'est un niveau au-dessus. Fucking cinéphile, relecture moderne du classique d'André de Toth façon série B, sinistre et esthétiquement solide, qui ne font pas trop sous ses influences entre les classiques de la Hammer et le baroque transalpin. Un slasher, attention, sérieusement fun. Auteur jumeau certes mal décollé mais inspiré. Mylène et Zen. Non, moi je Mylène me tient sens le bien, coup. je me sens Mylène bien. tient le coup. Mais ça, c'est à cause de Wikipédia qui dit que c'est un slasher, ça y est, ça a perdu tout le monde. Là. Laïd Seguir, le sanctuaire de Prométhée. House of What the Fuck. Pas mal. Énorme vibe début année 2000 qui n'est pas parfois sans rappeler Massacre à la tronçonneuse, le magnifique remake de 2003, entre parenthèses troll, avec tous les défauts que cela implique. Ni Elisha Cuthbert ni Romé Colessera ne méritent le musée Grévin. Oh, si, Elisha. D'ailleurs, tu parlais du réalisateur Mathieu, t'as dit que t'aimerais bien le voir faire ce film plus tard dans sa filmographie. T'aurais préféré le voir entre Jungle Cruise et Black Adam ou à quel moment de sa filmographie t'aurais préféré le voir? Alors, je l'aurais préféré peut-être avant ça, tu vois, quand il a fait Instinct de survie, qui est un film de requin qui était acceptable. J'aurais bien aimé qu'il fasse un truc, une petite série B en fait derrière ce film-là. Parce qu'effectivement, les trucs avec Liam Neeson, Jungle machin chouette et Black Adam, non, ça signifie ni à faire. Mais il y a eu 2-3 moments dans sa carrière où le mec était plutôt doué. Voilà, donc c'était pas pendant le film dont on parle aujourd'hui, malheureusement. Bon. Après, ces films-là, c'est pas ses films, c'est les films de The Rock aussi, faut le dire. C'est pas vraiment des films à lui, quoi qu'on dise. Kevin L nous a écrit le renouveau des slashers à cette époque. Putain, mais c'est pas vrai. Ouais. Alors, vous ne voyez pas Tout est Mylène, elle est rouge actuellement. Elle est rouge vive. Mais ça, c'est ma caméra, je sais pas pourquoi elle fait la tête rouge, je suis pas rouge. Des meurtres gore originaux, un casting 5 étoiles et des décors parfaits. Et surtout, pas d'humour. C'est sérieux et ça saigne, c'est tout ce qu'on demande. Un de mes films préférés. Ah, moi, je trouve qu'il y a de l'humour. Aïe. Ouais. Ouais. Quelques vannes quand même. Bah, Vous la scène où remarquerez il que prend quand la Paris tête Hilton du se gars, fait perforer le crâne et que le truc ressort de l'autre côté, il n'y a pas un seul bout de cervelle. Ah, si, un petit peu Voilà. quand même. Non, il n'y a rien, il y a que du sang, c'est tout. Ah ouais. Ça, je dis rien. Moi, Mais je j'ai trouvais trouvé que ça très c'était drôle. texturé un peu quand même. Ouais, je trouve que ça fait blop blop quand ça sort un peu, tu vois, comme dirait Ça fait- Lily. Tu sais, il y a un peu Enfin, il y a de- des un morceaux, peu quoi. d'os. Ouais, il y a un peu d'os, donc du coup, t'as un peu des Ah, il y crissements. a des comme os, ça. ouais. Faut clôturer l'épisode. Faut vite le clôturer, ça va trop loin. Chez ses micros. Ramenzo, vu un été en pyjama party, l'assemblée s'est endormie et j'en faisais partie. Peut-être réhabiliterez-vous ce chef-d'œuvre incompris. Ah, merci, Du coup. merci. Non. Non. Bah, Merci. désolé Ramenzo, oh, il y en a contenté aujourd'hui quand même. Chloé HK, je me souviens surtout des images de fin mémorables et de l'amour d'une amie pour Chad Michael Murray pendant le visionnage du film. Un slasher parmi d'autres, rien de bien folichon, mais tu passes un moment sympa avec des potes à le mater. Un survival parmi plutôt d'accord. d'autres. Je sais plus quoi faire, non. Là, c'est fini pour les slashers, je crois, pour l'instant. Lionel Bosch sur YouTube, à part la scène des tendons, je retiens rien de ce film. Ce sera peut-être votre vidéo la plus courte. Mais ça dure 1 seconde le truc des tendons, mais genre vraiment. C'est-à-dire son efficacité. Ouais, mais ça fait mal. Ouais, ça fait Ouais. mal là où ça passe. Et Par où ça j'aime passe beaucoup déjà
j'aime beaucoup les youtubos qui nous écoutent parce que pour eux on fait des vidéos et pas des podcasts. C'est mon petit kiff. Ils sont trop mignons. Et on est à 1h20 d'enregistrement, donc non, ça sera pas notre épisode le plus court, hein, je pense. On est déjà bien, on est même plus long que la moyenne. Antoine Chagnot. Salut la team. Très bon souvenir de ce petit film débile avec une fin magnifique et une mort de Paris Hilton jouissive. Bref, c'est con, mais ça fait du bien. Des poutous à vous tous. Oh, des poutous. Des poutous à toi, Antoine. Antoine Cholet, un autre Antoine. Entre ce film et moi, ça n'a pas collé. Petite blague. Ah, il est fort. On a tenu la chandelle. Maud Gilles, qui est souvent dans les commentaires aussi. La maison de cire est au cinéma, ce qu'est la cire à l'épilation. Une torture. Ça dépend, hein, tu sais. Il y a des gens à qui ça procure une forme de plaisir. Hein. Oui, il y a des kinks sur la cire. Ouais. Elle fait un regard qui me fait très 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 peur quand elle dit ça. Je te regardais pas, toi. Je reprends. Jonathan GLVS, qui savait très bien ce qu'il faisait quand il écrivait cette critique, ça reste quand même mieux que le remake de Massacre à la tronçonneuse. Non. Oui. Mathieu, t'en penses quoi? Non, c'est du même niveau, hein. C'est de la merde et de la merde. Oh. Pareil, sauf qu'il y a de la merde que je préfère. Il y a une merde que je préfère manger plus que l'autre. Elles sont meilleures. L'épisode du caca ce soir. Jumpscare dans sa phase anale. C'est à 4 ans, normalement, on est un peu en avance. On est HPI. Clément Arbuste, j'arrive pas. Un film super, mais qui a peut-être aussi bien vieilli qu'un Skyblog ou les vannes sur Paris Hilton. Qui est vrai, parce que pour le coup, Paris Hilton, c'est plus vraiment l'icône d'une génération, et les vannes, elles ont vite fait le tour au passage, je trouve. C'est comme les blagues sur les blondes à l'époque, quoi. C'était en mode, ouais, les blondes, machin. C'est pareil, quoi, ça a mal vieilli, et on a envie d'oublier ce passage de notre vie. Ah, quoique, Paris Hilton, depuis son émission sur Netflix et comment ça s'appelait déjà oui, elle a elle refait plein de trucs, son single Stars Are Blind, qui était pas si mal d'ailleurs. Mais il y a que toi qui l'as écouté, je pense. Non, on est des millions. Non, mais ici. Il y a même Miley Cyrus qui est venue la rejoindre sur scène pour chanter avec elle. Paris Hilton, elle est pas complètement oubliée. Oui. Elle est loin d'être oubliée. Elle a même lancé des gammes de produits pour la cuisine qui ont cartonné aux États-Unis. Non, c'est pas elle a pas une carrière honteuse, Paris Hilton. Point faible, trop forte. Alice Décrypte, je l'aime bien, mais c'est sans doute à cause de la nostalgie. Oui. Bah, c'est pas grave, hein. Au bout du rouleau, Mylène, c'est pas grave. La phrase la plus Mylène Core qu'on peut avoir en fin d'épisode. Faut qu'on clôture. Comédie hipster. Attention, accrochez vos ceintures. Culte ultime. Ah. Ultime. On est sur le U-word. Le mot en U. Peut-être pas. Faut qu'on redéfinisse ce que c'est qu'un film culte là, parce que j'ai de sérieux doutes. Faut surtout que tu développes ta vie, comédie hipster, parce que Mylène tu peux pas nous lâcher comme ça. Écoutez, il y a eu 10 slashers qui ont été mentionnés, comédie hipster, je suis au bout du rouleau, je suis au bout de la bougie là. C'est le slasher ultime, moi je trouve. Parce que cette personne, elle vient, elle lâche sa brique en mode c'est culte et c'est mon film culte ultime, elle développe pas, elle se casse en les jambes, tout ça en mode. De toute façon, cette personne n'a vu qu'un film. Hein. Peut-être ça, ouais. Pas du tout. Vous êtes odieux avec nos auditeurs. Et manque de bol, c'était celui-ci. Ça pourrait être pire, ça va avec. Very Nasty Stories nous a juste envoyé mon cœur sur la table, du gros love, une demande en mariage et tout le reste. Moi, il m'a grondé par Instagram parce que j'avais mis que 2 étoiles. Et du coup, il m'a envoyé un message pour me gronder. T'as bien fait de l'engueuler. Il a raison. Nous aussi, on t'aime. J'ai eu des emojis cœur. Voilà. Il sait ce qu'il fait. J'aime bien, c'est un peu le daron du podcast qui surveille. J'aime beaucoup ce qui est en train de se créer. On finira l'avis des auditeurs avec Cédric Crémé qui a juste lâché un nul à chier. Bravo, je t'aime. Ne vaut certainement pas les originaux, mais petit plaisir coupable nostalgique quand même. Oh. Tiens, voilà. Pourquoi tu viens tout gâcher, Cédric? Bravo, Cédric. Ouais, je t'aime 50-50, mitigé sur ton avis, mais 50-50, ça va. On va finir avec, pas un avis sur le film, mais un avis Apple Podcast sur le podcast, sur Jumpscare. Je suis en retard pour les lire, sachant que je vois bien qu'il y en a qui s'éclatent sur Sens Critique ou Letterboxd à nous citer dès qu'ils voient un film de merde, des fois. Je pense notamment à Aude-Elle,
qui fait des critiques de films qu'on regarde, dont Komodo. Elle a fait une critique de fou qui s'appelle Jumpscare, je vous hais, sur Sens Critique. C'est génial. Elle a vu Ghostwatch aussi récemment. De rien, Aude pour Komodo, non, de mais rien. Il n'y a pas meilleur compliment pour nous de voir que vous allez découvrir des films grâce à nous, et quand vous nous citez dans vos critiques, il y a un petit côté le daron fier, tu sais, en mode c'est bon, on est là, on existe, et ça fait plaisir. Et donc, c'est Koala Bay qui nous a écrit une critique qui s'intitule Kokomo, où il veut Komodo. Une des plus belles découvertes de podcast, une équipe très sympa à l'enthousiasme communicatif, des remises en contexte passionnantes et des avis toujours étonnants. Ce podcast nous fait voyager dans le monde du cinéma horrifique mainstream, mais aussi dans des genres de niche. Un podcast à recommander aux amateurs curieux d'un cinéma différent, c'est sérieux dans l'analyse tout en étant détendu dans l'ambiance. Bref, banger absolu. PS, Team Dario, Komodo c'est mieux que Old de Shyamalan. Alors ça c'est Dario qui a écrit jours. ce commentaire alors en fait. Sous pseudo. C'est ça. C'est fort possible. C'est fort possible. En tout cas, merci pour ce commentaire top. Merci beaucoup. J'essaierai d'en mettre à chaque fin d'épisode et je mettrai même les mauvais histoire qu'il y ait un peu de débat. Des fois, ça peut être marrant, même si c'est pas une incitation pour venir nous chier à la gueule. Soyez gentils quand même. Et mais voilà, on voit tout ce que vous nous écrivez, ça fait plaisir. Et du coup, on va se dire à la semaine prochaine. On se dit à vendredi prochain. 5 étoiles Apple Podcast. Ouais, 5 étoiles Apple Podcast, Spotify, vous connaissez la musique, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast, tout est en description, je suis fatigué. On se dit à vendredi. La bise. Bisous. Ciao. Salut.